En 2015-2016, on a coordonné un numéro de la revue Le Sociographe qui porte entièrement sur la transition à la vie adulte des jeunes vulnérables. Alors, pour vous donner une petite idée du contenu de ce numéro-là, je vais vous lire l'introduction qui s'appelle « Une place au soleil ». Le fossé se creuse de plus en plus entre le vécu de ceux qui doivent se prendre en main le jour de leurs 18 ans parce que les systèmes de protection de l'enfance ne les soutiennent plus, ou qui doivent subvenir très tôt à leurs besoins dans leur cheminement, et les Tanguy qui tardent à terminer leurs études et résident encore chez leurs parents à 25-30 ans. Les taux de décrochage scolaire et de chômage sont de plus en plus élevés chez cette population, alors qu'on assiste à un allongement de la jeunesse et à une surscolarisation. Comment éviter que les premiers ne deviennent les derniers, qu'ils ne se retrouvent sans formation, aux prises avec des problèmes de pauvreté, de délinquance, de toxicomanie, de détresse psychologique ou d'isolement? Les recherches sont pessimistes à leur sujet. Comment faire en sorte qu'ils n'aient pas la désagréable sensation d'être coincés à l'ombre d'un nuage gris, fatalement? Les textes suivants portent un regard franc et troublant sur la jeunesse vulnérable au sens large, celle que la société met trop souvent de côté de la vie des auteurs, celle que ce monde ultra-compétitif négligerait dans sa quête incessante de rentabilité. Ces jeunes souhaitent qu'on leur fasse une place au sein de notre société élitiste, mais en ont-ils une? C'est la question fondamentale que posent les auteurs. Ce numéro du Sociographe s'intitule « Devenir adulte, jeune, vulnérable en transition ». On l'a lancé à Québec dans le cadre du colloque Paradoxe. On a fait la deuxième phase de ce lancement-là en Normandie, à Caen. Alors, je vous présente Corinne Chaput-Lebar qui a coordonné ce numéro-là du Sociographe sur la transition à la vie adulte avec moi. Corinne, peux-tu nous parler un petit peu de cette table ronde? Donc, avec toi, le 28 avril dernier, j'ai réuni les auteurs qui étaient côté européen. Il y avait d'abord en visioconférence avec nous Madeleine Pellois-Renaudat et Sophie Vincelot, qui travaillent avec des publics de personnes adultes handicapées, et dont le propos a été finalement de définir un petit peu ce que c'était que de devenir adulte, puisqu'elles avaient fait une enquête auprès de personnes handicapées et qu'elles leur avaient demandé qu'est-ce que pour vous être adulte. En gros, leur propos a été de dire que devenir adulte, c'était premièrement savoir, disposer d'un certain nombre de connaissances pour pouvoir se débrouiller, être autonome. C'était d'autre part devoir, c'est-à-dire avoir un certain nombre de responsabilités, d'obligations. Et puis c'était troisièmement pouvoir, c'est-à-dire avoir effectivement la capacité qui soit donnée par un statut, par une fonction, de pouvoir effectivement faire un certain nombre d'activités de manière autonome dans la vie adulte. Donc ce premier article qui a été présenté par Madeleine Pellois-Renaudat et sa collègue Sophie Vincelot était intéressant parce qu'il permettait de définir un petit peu ce que c'était que devenir adulte. Après, nous avons aussi accueilli ensemble Sébastien Fournier, qui est éducateur spécialisé dans un institut éducatif et pédagogique, qui lui, en fait, a expliqué comment, pour des jeunes adolescents vulnérables en difficulté, c'était difficile de devenir adulte, comment la société pouvait paraître finalement exigeante vis-à-vis de ces adolescents, et comment les grandes institutions qui étaient plutôt sécurisantes autrefois les témoins aujourd'hui, et comment ça pouvait paraître difficile pour des jeunes vulnérables de pouvoir effectivement accéder à ce statut d'adulte parce que l'école ne jouait plus son rôle comme autrefois, qu'il y avait effectivement des difficultés économiques, du chômage, des difficultés d'intégration qui faisaient que pour un jeune vulnérable, c'était encore plus difficile de pouvoir effectivement assurer ce passage vers la vie adulte. Et puis, en troisième position, nous avons interrogé Caroline Reynaud, qui, elle, venait de Suisse, de la Haute École de Fribourg, et son propos était très complémentaire, puisque elle a rendu compte d'une enquête faite auprès d'assistants de service social en Suisse, à qui, finalement, on a demandé comment vous vous comportez dans votre activité professionnelle avec les jeunes. Et elle a pu montrer, finalement, il y avait deux grands profils. Le profil des travailleurs sociaux qui voyaient d'abord les jeunes adultes comme des jeunes qu'il fallait protéger, voire surprotéger. Et puis le deuxième profil, c'était celle qui voyait plutôt le jeune adulte comme un adulte qui devait donc être responsable et à qui quelquefois on en demandait trop. Donc c'était un peu dans cet entre-deux que les travailleurs sociaux avaient à se positionner. Voilà un peu ce que je pourrais dire
sur le contenu des présentations. On a voulu que ce soit un peu interactif. On a d'abord, bien sûr, un peu rappelé ce qu'était le sociographe ensemble et comment nous avions composé le numéro. Mais ensuite, il y a eu un temps, effectivement, où nous avons donné la parole à la salle. Certains avaient lu plusieurs articles et pouvaient donc poser des questions assez pertinentes aux auteurs pour leur permettre de compléter leurs propos et d'affiner leur compréhension des textes. Alors, le numéro du sociographe, il y a plusieurs façons de se le procurer. On peut évidemment le commander auprès du sociographe. Donc, on peut se procurer ou le numéro entier ou éventuellement un seul article ou quelques-uns des articles si on le souhaite. On peut aussi s'abonner. Il y a des formules d'abonnement. Il y a quand même 4 numéros par an habituels, plus un numéro hors série. Donc, ça fait 5 numéros chaque année qui peuvent aborder des thématiques extrêmement variées et assez riches. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses qu'on pourrait dire sur le sociographe ou sur la table ronde en France? Ce type de manifestation, cette table ronde qu'on a organisée, permettent de continuer à tisser ces liens-là, à les conserver et à imaginer d'autres propositions de collaboration futures, même si tout de suite, là, maintenant, on n'en a pas une, mais je pense que ça viendra. Merci beaucoup. Allez, au revoir.